Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes libre d'enlever ou pas le masque, comme vous le souhaitez. Vous êtes à large distance de Écoutez, tout le monde. je vais rester solidaire, puisque nous demandons à tout le monde de porter le masque. Il n'y a pas de raison pour que je ne le porte pas. Merci de l'être et merci d'être avec nous pour cet avant-propos sur le sujet qui vous concerne au quotidien dans le ministère que vous occupez. Merci, merci beaucoup. Quel plaisir d'être là. Alors, Monsieur le Président, cher Geoffroy, Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui parce que je suis presque une habituée finalement de ces rencontres des entrepreneurs de France et je me réjouis de retrouver autant de visages familiers que je salue chaleureusement. Lorsque je suis venue ici l'année dernière, à la même époque, pour parler de l'égalité entre les femmes et les hommes en entreprise, je n'aurais jamais imaginé que je m'adresserais aujourd'hui à vous en tant que ministre de la République sur un sujet qui m'honore et qui m'oblige. Et je mesure l'importance de ce sujet pour notre pays. Vous le savez, c'est d'ailleurs ce qui nous réunit aujourd'hui. Les attentes et les enjeux en matière de lutte contre les discriminations sont nombreux dans une époque en pleine mutation. Et je le dis avec force, lutter contre les discriminations, ce n'est absolument pas un effet de mode ou pour faire plaisir. J'ai passé les 30 dernières années de ma vie en entreprise, de la TPE familiale aux plus grands groupes français, européens, chinois ou encore américains. Et si j'ai dû faire face à de nombreux obstacles, j'y ai également beaucoup appris et je m'y suis totalement épanouie. Et j'y ai fait des rencontres tout à fait extraordinaires qui m'ont sensibilisée sur la richesse humaine et sur les bienfaits qu'elle peut apporter à une entreprise lorsqu'elle est considérée, qu'elle est respectée et qu'elle est valorisée. Et j'y ai mené des combats en faveur de la diversité et de l'inclusion, non pas seulement parce que j'incarne cette diversité, mais aussi parce que j'étais une chef d'entreprise et que j'ai l'intime conviction qu'il s'agit d'un véritable levier de performance. Et c'est pourquoi je me réjouis de prolonger aujourd'hui ces engagements que je souhaite amplifier. Et les entreprises, vous le savez tous, sont un reflet brut de notre société, avec ses progrès et ses imperfections. Elles ont donc démontré la fonction centrale qu'elles peuvent avoir au sein d'une société et nous venons de vivre une crise sanitaire dans laquelle les vies dans les entreprises ont été totalement chamboulées, dans laquelle nous avons vu les gens souffrir, nous avons vu les gens être en anxiété et nous avons vu des gens tenter de se réadapter à une vie dans laquelle ils n'étaient absolument pas préparés. Et je suis donc convaincue qu'elles peuvent, ces entreprises, apporter les solutions aux nombreux défis de notre temps. Mais parce qu'une entreprise est constituée de femmes et d'hommes, avec leurs qualités et leurs défauts, elles peuvent tout autant être des vecteurs de discrimination ou, au contraire, impulser les changements nécessaires en modifiant leur environnement, en modifiant leur culture et leurs conditions de travail. Et parce que ces entreprises sont au cœur de toutes les évolutions, c'est à la fois une lourde responsabilité qui vous incombe en tant que chef d'entreprise, mais c'est aussi une immense chance que celle de participer au changement positif d'une société qui est en pleine mutation. Et ces changements sont d'autant plus nécessaires qu'ils sont là pour répondre à la double crise sanitaire et économique que nous traversons actuellement et dont nous ne connaissons pas encore les conséquences. Et cette crise nous oblige donc à nous réinventer et elle nous oblige à nous engager davantage et à être toujours plus responsables. Et j'ai eu une discussion avec notre défenseur des droits, le précédent, et il me disait que les discriminations aujourd'hui, qu'elles soient de genre, qu'elles soient d'origine,
qu'elles soient liées à l'orientation sexuelle, à l'âge ou au handicap, elles restent encore une réalité trop importante dans notre société. Et c'est une réalité qui est totalement protéiforme et qui impacte des vies humaines. Et c'est pour cela que nous devons les prendre et les traiter sérieusement. En 2018, par exemple, 16% des Français ont affirmé avoir été victimes de discrimination et 28% disent avoir été témoins d'une personne qui était discriminée. Et lutter contre ces discriminations doit permettre à chacun de s'affranchir des carcans dans lesquels nous sommes, parfois malgré nous, tous imbriqués. Et lutter contre ces discriminations ne consiste pas seulement à distinguer le bien du mal, cette bataille doit aussi et surtout permettre de séparer le juste de l'injuste, parce qu'elles sont une atteinte à la dignité humaine. Chacun d'entre nous dans cette pièce a pu, un jour ou l'autre, être discriminé. On est trop jeune, trop vieux, trop diplômé, pas assez diplômé, trop noir, trop jaune, trop blanc. Et toutes ces discriminations-là nous diminuent en tant qu'êtres humains. Et c'est la raison pour laquelle il est absolument essentiel que nous les prenions à bras-le-corps. Et ces dignités humaines ne sont plus tolérables dans un pays comme le nôtre, à la date qui est la nôtre. Et c'est, je vous l'ai dit et je le répète parce que j'en ai été témoin, vaincre ces discriminations, c'est favoriser les performances de vos entreprises. Et quel que soit le secteur ou la taille de ces entreprises, elles ont tout intérêt de toute façon à refléter notre société parce qu'elles ont tout à perdre aussi si elles ne rentrent pas dans ces batailles. Et de nombreuses études ont encore démontré que l'équilibre entre les sexes et la promotion de la diversité constituent des facteurs de croissance. Je suis certaine que vous avez vu ces études. Elles existent depuis de nombreuses années et on peut encore se demander pourquoi nous en sommes encore là. France Stratégie a calculé en 2016 que si nous mettions fin aux discriminations dans l'emploi, sur les seuls critères d'origine et de genre, notre économie pourrait générer 7% de PIB supplémentaire en 15 ans. 7% de PIB supplémentaire en 15 ans, c'est simplement 150 milliards d'euros. 150 milliards d'euros, c'est tout simplement le coût des discriminations de genre, et je pense que nous savons tous, et d'origine, de genre et d'origine, et je pense que nous savons tous combien ces 150 milliards d'euros feraient du bien à nos économies aujourd'hui. Ce chiffre démontre que les discriminations constituent non seulement une faute morale, qui est aujourd'hui plus acceptable, mais qu'elles sont aussi économiquement pénalisantes pour notre économie. Et l'égalité réelle sera donc au service de la compétitivité de notre pays. Voilà pourquoi la lutte contre les discriminations ne doit pas être appréhendée uniquement sous l'angle sociétal. Elle doit également être une gestion, faire partie de la gestion de nos ressources humaines, une gestion qui doit être de plus en plus éclairée, de plus en plus innovante, toujours dans l'axe de l'efficacité. Et vous le savez, j'espère que vous le savez, le talent n'a ni genre, ni religion, ni couleur de peau. Et je crois profondément au mérite de chaque individu qui souhaite donner le meilleur à sa société. Et je crois à l'émancipation par les compétences. Dans un monde de plus en plus globalisé, le succès des entreprises repose sur des collaboratrices et des collaborateurs talentueux, qui viennent d'horizons divers, qui pensent différemment, qui agissent différemment. C'est grâce à ça qu'on boostera la créativité et qu'on stimulera la résilience. Les entreprises doivent donc ressembler à leurs clients et à leurs consommateurs parce que c'est encore la meilleure manière de bien les traiter et bien les comprendre. Parce qu'elle puise sa force dans la différence, l'entreprise a donc un besoin vital de cette diversité que parfois on tend encore à rejeter. Et cette diversité constitue tout simplement l'antithèse de la discrimination. Je sais qu'au MEDEF, vous l'avez compris depuis longtemps,
Parce que le baromètre national des perceptions de l'égalité des chances en entreprise que vous avez instauré en est une illustration très concrète. Et je me réjouis que, depuis sa dernière édition, qui soulignait que 76% des entreprises et 89% des employés considéraient ce sujet comme important, eh bien, nous avons vu une nette progression de ce sujet, d'un point de vue très positif, depuis 2012. Et bien sûr que je me réjouis de ces progrès, mais on se rend bien compte qu'il y a encore beaucoup de progrès qui restent à réaliser. Et la question qu'on peut se poser collectivement ici, c'est comment est-ce qu'on peut aller plus vite sur ce sujet et comment on peut aller plus loin. Et je suis intimement convaincue que la mère des batailles est celle de l'éducation et de la formation. Parce que les discriminations naissent sur le terreau des stéréotypes. Tout passe par l'éducation et la formation. L'éducation, dès le plus jeune âge, peut permettre d'ancrer le fait que la femme est l'égale de l'homme. Elle peut permettre d'orienter davantage de jeunes filles vers les filières scientifiques. Et elle peut permettre également de comprendre qu'il n'y a pas de métier réservé aux garçons et d'autres réservés aux filles. La formation en cours de la vie professionnelle est tout aussi importante. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde va tellement vite qu'il faut se former, se reformer régulièrement pour rester dans la compétitivité. Et c'est là aussi une bonne opportunité que d'apprendre au-delà de la technicité des métiers, mais d'apprendre aussi ce savoir-être et cette inclusivité que j'appelle de mes souhaits. La fonction RH devient de plus en plus essentielle parce qu'elle doit placer la diversité au cœur de sa politique de recrutement. Et elle doit favoriser l'accès à tous aux promotions et aux évolutions de carrière pour faire grandir les talents, mais aussi pour les retenir. Parce que vous le savez, ce sont de grands investissements que les recrutements et les formations. Mais si c'est pour laisser partir les personnes que vous avez formées parce qu'elles ne se sentent pas bien dans vos entreprises, eh bien vous y perdez du temps et surtout vous y perdez de l'argent et surtout vous y perdez des talents. Je l'ai observé au cours de ma vie antérieure et nous en avons parlé tout à l'heure avec Dominique Carlac et Armelle Carminati. J'ai eu la chance de rencontrer le réseau des femmes du MEDEF qui est d'une dynamique et d'une volonté extraordinaire. Et pour les hommes qui se posent encore la question de savoir où sont les talents, je suis certaine que vous les trouverez dans votre réseau. Ils permettent d'inspirer les parcours professionnels et de briser les inhibitions ou les autocensures que les femmes s'infligent encore aujourd'hui. Et au quotidien, les ressources humaines et les partenaires sociaux jouent un rôle fondamental et de plus en plus important dans le succès de vos entreprises. Mais cela requiert évidemment la mobilisation des dirigeants d'entreprise, parce que l'exemple viendra évidemment par le haut, et vous avez cette responsabilité d'inspirer et de motiver vos équipes à travers une vision et une stratégie inclusive. Car si les entreprises s'engagent, elles deviennent attractives, et c'est toute notre société qui en bénéficiera. Aujourd'hui, et encore plus que demain, et encore plus demain, ce sont les entreprises qui vont donner du sens. Vous savez combien les générations X, Y et Z parlent de donner du sens à ce qu'elles font au quotidien. Elles choisissent les entreprises sur les valeurs morales aujourd'hui qu'elles peuvent porter, sur ce qu'elles affichent, mais également ce qu'elles réalisent. Et croyez bien que mettre cette diversité au cœur de vos entreprises donnera toujours plus envie à cette jeunesse de vous rejoindre et de vous apporter leur dynamisme et leur créativité. Et je voudrais vous dire que la lutte des discriminations passe évidemment par l'initiative des entreprises, mais elle passe également par les obligations légales qui ont déjà, depuis très longtemps, posé des cadres et des principes. Et ces dernières années, notre arsenal juridique s'est considérablement renforcé et il nous a permis de faire encore un pas en avant. Si je prends par exemple l'égalité femmes-hommes, vous êtes tous au fait de l'index de l'égalité professionnelle qui constitue définitivement un instrument concret sur lequel nous devons tous capitaliser. C'est un outil qui peut vous aider
à développer la diversité et l'égalité entre les femmes et les hommes dans vos entreprises. Et vous l'avez vu ces 10 dernières années, depuis que la loi Copé-Zimmermann a été mise en place, nous sommes passés de 15% de femmes dans les conseils d'administration à 45%. Ce qui place la France comme un exemple en Europe, puisque nous sommes les premiers à avoir ce genre de performance et les deuxièmes au niveau mondial. Et bien sûr qu'il reste du chemin à parcourir, mais je pense que nous pouvons être fiers des efforts qui ont été accomplis et ils démontrent que nous sommes capables d'y parvenir. Et le deuxième levier pour lutter contre ces discriminations consiste, je pense, à promouvoir les bonnes pratiques. Partageons ce qui fonctionne. Échangeons ces bonnes pratiques et faisons en sorte d'inspirer davantage de personnes. Et je considère qu'il est primordial de mettre en avant les entreprises qui s'engagent et qui font bien. Il faut mettre la lumière sur celles qui ont envie d'une meilleure société, celles qui veulent s'engager en faveur de l'égalité femmes-hommes, de l'égalité des chances et également de la promotion de la diversité. Je sais que ces entreprises sont nombreuses, mais leurs initiatives sont parfois trop peu connues, et je vais m'atteler à la tâche et faire en sorte qu'elles soient davantage connues. Et j'appelle toutes les entreprises de France à rejoindre cet engagement, encore une fois, parce qu'il y va de notre performance au niveau national. Et c'est une responsabilité que nous ne pouvons plus ignorer et que nous devons tous prendre à bras-le-corps. C'est un impératif d'égalité et de justice, je vous l'ai dit, et je souhaite que vous sachiez toutes et tous ici que je serai à vos côtés pour vous aider à promouvoir la diversité et à lutter contre ces discriminations qui ne font plus du tout de sens. Et vous pouvez évidemment compter sur ma détermination et ma mobilisation parce que je connais le monde de l'entreprise, évidemment, mais parce que c'est aussi un sujet qui est au cœur de nos batailles et que je pense que notre pays mérite que nous soyons exemplaires sur ce sujet. Et je voudrais vous dire que nous sommes à un moment de notre histoire où nous pouvons tout changer. Cette pandémie nous a apporté beaucoup de défis, mais elle nous a apporté aussi beaucoup d'opportunités. Et l'une des plus belles opportunités qu'elle nous apporte, c'est de repenser cette société dans laquelle nous voulons tous vivre ensemble. Elle a mis en exergue des inégalités que nous ne pouvons plus tolérer. Ces inégalités aujourd'hui touchent une partie de la population, mais nous ne pouvons pas simplement fermer les yeux sur ce qui dysfonctionne dans la société parce qu'à un moment, elle nous impactera aussi. Et je voudrais que nous pensions individuellement et collectivement aux réponses que nous pouvons donner à cette situation qui nous touche tous dans le cadre de cette crise. Et comme l'a annoncé le président de la République, dans le plan de relance de notre gouvernement, il y aura des secteurs d'avenir qui seront portés et qui créeront des emplois, qui seront toujours plus inclusifs et qui, évidemment, penseront à notre jeunesse, évidemment, penseront aux femmes, mais qui penseront à la totalité des personnes aujourd'hui qui sont laissées sur le bord de la route. Et nous avons besoin de tous les chefs d'entreprise pour accueillir des jeunes dans les stages, dans les apprentissages et dans les emplois pour leur permettre de se créer un meilleur avenir. Et pour ma part, je veux faire de ce ministère un ministère de l'action, un ministère qui entreprend, un ministère d'une société inclusive, protectrice et émancipatrice. Et pour cela, bien sûr, j'ai besoin de vous. Et vous le savez, ces attentes sont importantes, elles sont parfois périlleuses. Quand on est chef d'entreprise, on apprend à travailler la performance, on apprend à travailler les tableaux de bord, les bilans, on n'apprend pas à gérer les difficultés auxquelles nous sommes tous confrontés aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous devons travailler main dans la main et les pouvoirs publics seront là pour vous accompagner. Et nous lutterons ensemble contre ces discriminations parce que c'est ensemble que nous les vaincrons. Et en d'autres termes, je pense qu'il s'agit simplement de ranimer la force et la promesse de notre de notre égalité républicaine. Et j'espère et je souhaite vivement pouvoir compter sur vous pour cela. Merci infiniment. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci, Elisabeth Moreno. Reste avec nous un instant. Dominique Carlac, je vous invite à venir au nom du MEDEF pour la photo, évidemment. Merci de ce cri du cœur, chère Madame la Ministre, qui nous est adressé, évidemment. Et vous nous avez lancé là quelques sujets de débat. Je vous invite toutes les deux à vous approcher un tout petit peu de moi. Juste le temps d'offrir
ce joli portrait aussi pour le souvenir de cette ref. Vous nous avez adressé, Madame la Ministre, quelques sujets fort intéressants à nous, chefs d'entreprise, mais surtout aux invités qui vont venir nous rejoindre dans un instant sur cette table ronde. Je vous propose d'applaudir encore une fois, s'il vous plaît, Madame la Ministre, Elisabeth Moreno. Merci Dominique Carlac également. Merci. On va accueillir, si vous voulez bien, à nos côtés. Vous le voyez, tout est fait pour que l'on soit dans les meilleures conditions et pour cela, nos équipes s'activent formidablement bien. Je voudrais que l'on accueille ceux qui sont vos invités maintenant. C'est Momar Nguer, Céline Pina, Aziz Seni, Manuel Valls et Alexandre Viros, s'il vous plaît. Accueillez-les. Céline Pina va nous rejoindre. Bonjour Céline. Venez vous installer, je vous en prie. D'habitude, on donne consigne hors micro d'enlever le badge, c'est toujours plus sympa pour les photos. Mais on est entre nous, je ne l'aurais pas dit. Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs, sur cette scène. On va réagir ensemble à ce que vient de nous dire Madame la Ministre. Vous l'avez entendu, elle a soulevé tellement de sujets, tellement de questions que l'on connaît, mais quelque part, il faut se les rappeler. Et puis, il faut que l'on arrive ensemble à trouver des réponses à toutes ces questions. Je ne veux surtout pas vous abreuver de chiffres, parce que ce n'est pas le lieu, évidemment. Je voudrais juste que l'on parte du même postulat tous ensemble. Quand on parle de discrimination, la loi nous parle de 25 types de discrimination, et il y en a beaucoup plus évidemment, mais dans les critères, les 25 critères, il y a notamment l'âge, le sexe, l'origine, la situation de famille, l'orientation sexuelle, les mœurs, les caractéristiques génétiques, l'appartenance à une ethnie, une race ou une religion, etc. etc. Tout cela, évidemment, en tant que citoyen, je suis perdu, ça me pose beaucoup de questions, mais qu'est-ce que vous avez entendu les uns et les autres dans les défis lancés par Elisabeth Moreno à l'instant? Céline Pina, je voulais vous donner la parole en premier, ou la patate chaude, vous le prenez comme vous voulez. Céline, vous êtes, vous, essayiste et chroniqueuse. Je suis ravi que vous puissiez nous éclairer pour ouvrir ce débat sur ce dont on parle réellement. Il y a d'abord une volonté de lutte contre les inégalités qui est tout à fait de bonne aloi et je pense qu'on a besoin de cela. Mais la vraie question finalement qui est posée à toute cette assemblée, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les inégalités de naissance ne se traduisent pas en inégalités de destin? Oui. Et on le voit dans un certain nombre de cas, que ce soit à l'école, que ce soit ensuite dans le monde du travail, un certain nombre de choses vont vous plomber. On est tous censés être sur la même ligne de départ, mais certains ont des voitures et d'autres traînent des boulets. Oui. Donc il va bien falloir à un moment donné essayer de rééquilibrer ça. Le seul problème, c'est que dans les discriminations, c'est un peu comme dans la vie, il y a des modes. Et aujourd'hui, on est très fixé, par exemple, sur les discriminations raciales, alors qu'en fait, les premières discriminations, la première, c'est l'âge. D'accord. La deuxième, c'est le sexe. L'origine va ne venir qu'en troisième. Et la religion, elle vient encore après le handicap. D'accord. Donc, sur les représentations, parfois, on n'est pas forcément très juste. Sur l'âge, il y a quelque chose de remarquable en France, c'est que finalement, les gens inclus dans le monde du travail, ce sont les 30-45 ans. C'est une frange qui est très très courte. Deuxième chose, on parle beaucoup des inégalités entre les enfants d'origine immigrée et les enfants qui sont en France depuis un certain temps ou dont les parents sont nés en France, etc. Oui, il y a une vraie différence, notamment dans la réussite scolaire, dans l'accès au monde du travail. Mais de façon étonnante, cette différence disparaît à partir du moment où vous prenez des critères, c'est-à-dire que si on regarde entre des parents très diplômés ou d'un statut social élevé, il n'y a plus de différence entre les immigrés et les Français quant à la réussite scolaire et l'entrée dans le monde du travail. Il peut y avoir des choses qui se passent ensuite dans le déroulement de carrière. Bien sûr. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un gros focus mis sur les inégalités raciales qui tend à couvrir le fait que les inégalités les plus violentes restent les inégalités sociales et que si vos deux parents n'ont pas le bac, vous avez énormément de chances de ne pas avoir le bac. Si un de vos parents a le bac, vous avez 90% de la chance de l'avoir. La première des discriminations, elle est là et elle est sociale. Juste un mot, et ensuite je laisse la parole à Momar Nguer qui vient de réagir. Juste une chose, si quand on parle de discrimination, on pense tous peut-être à la question raciale, c'est peut-être pour masquer
aussi toutes les autres discriminations que l'on ne se connaît pas ou que l'on n'imagine pas avoir les uns et les autres, mais qui sont tous les autres critères dont on a pu parler. Bon, Marc, qu'est-ce qui vous a fait réagir? Vous êtes, président du comité Afrique au MEDEF International, mais vous êtes là surtout au titre de l'entreprise, puisque vous êtes chez Total. Oui, qu'est-ce qui vous a fait réagir ou qu'est-ce qui ne vous a pas plu dans ce que nous a dit Céline? Non, rien. Tout ce qu'elle a dit m'a beaucoup plu. J'étais chez Total. Vous êtes d'une sincérité formidable. Ailleurs, j'étais au comité exécutif de Total, mais j'étais surtout président du conseil de la diversité du groupe Total. Oui. La vérité, quand même, et il ne s'agit pas ici d'établir une hiérarchie entre les différentes formes de discrimination. La discrimination raciale, elle existe. Quel que soit, et je suis en parfait désaccord avec Céline, quelle que soit l'origine sociale des parents. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de requêtes que je reçois de jeunes qui sont dans les écoles, dont les parents étaient à l'école avec moi et qui cherchent des stages. Oui. Quand vous vous appelez Moussa et que vous êtes à HEC, à l'ESSEC ou à Centrale, je vous promets que c'est plus difficile de trouver un stage que quand vous vous appelez Arnaud et que vous habitez le 16e arrondissement. La vérité, c'est que moi, quand j'étais en école, et j'ai eu un certain nombre de collègues qui étaient à l'école avec moi, quand on était en école de commerce, on passait 3 mois en entreprise pendant toute sa scolarité. On avait le stage d'application en première année, et les 2 mois, le stage ouvrier et les 2 mois de stage d'application. Oui. Aujourd'hui, quand on est en école de commerce ou en école d'ingénieur, au bout de son cycle, on a passé 1 an en entreprise. Eh bien, je vous promets que trouver cette année d'entreprise pour les jeunes aujourd'hui, quand ils sont issus de la diversité ethnique, est très, très difficile. Donc, si vous voulez, sur le plan la vérité, c'est qu'on a l'impression, et c'est vrai qu'à cause de la loi Copé-Zimmermann, beaucoup de progrès ont été faits pour ce qui est de la diversité de genre. L'impression qu'il y a, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes qui se disent ça ne peut pas être l'un et l'autre, ça doit être d'abord l'un et l'autre après. Non, il ne s'agit pas de choisir entre boire ou manger, il s'agit de faire les deux. On doit combattre en même temps et mêmement toutes les discriminations. Et là est le sujet. Manuel Valls, je m'adresse certainement aux jeunes Catalans dans un pays espagnol, je m'adresse au maire d'une ville de région parisienne, je m'adresse en fait à l'élu qui a dû entendre beaucoup de choses, mais aussi aux dirigeants que vous êtes, parce que vous connaissez bien le monde associatif, politique et des collectivités. Est-ce que le sujet dont on parle là, finalement, a nourri votre vie? La réponse qu'on est en train de chercher ensemble aujourd'hui, est-ce que ce sont des questions que vous posez depuis toujours ? Ou que l'on vous pose depuis toujours? D'abord, vous dire que je suis très heureux d'être avec vous. Ça nous arrange. Surtout quand on parle de jeunes Catalans. Et puis très heureux de me retrouver ici parmi les entrepreneurs français, 6 ans après mon fameux « j'aime l'entreprise » et je n'ai pas changé de discours. Écoutez, avec l'éloignement qui est le mien, je me rends compte que les débats n'ont guère changé. Et tant mieux, parce qu'au fond, nous cherchons tous, nous tâtonnons tous depuis des années. Oui. Moi, comme maire, comme ministre de l'Intérieur ou comme Premier ministre, tout simplement comme citoyen, face à des discriminations réelles, des inégalités, du racisme, des discriminations liées au genre, aux origines, mais d'abord des inégalités sociales et territoriales, et Céline Pina l'a rappelé très bien, nous essayons d'agir. Et pourquoi ? Et en un mot, parce que les Français, la France, nous sommes habités par une passion, qui est la passion de l'égalité et de la justice, et que nous ne supportons pas ces inégalités, qui se sont accrues, et d'abord des inégalités de richesse. J'évoquais avant que nous rentrions dans cette salle, le fait que nous avions fait un travail il y a quelques années, à la fois comme maire d'Évry, je l'avais fait aussi comme parlementaire, pour essayer de faire en sorte que les élèves qui sortent des lycées d'outre-mer, des territoires ruraux ou de banlieue ou des villes moyennes puissent accéder aux grandes écoles. 1% pour le lycée Robert Doisneau, qu'ont fréquenté mes enfants à Corbeil, 80% Henri IV. Elle est là la première des inégalités au niveau de l'école. Alors je dis cela, non pas pour nier bien sûr les inégalités liées à la couleur ou au nom,
ou à l'entre-soi qui peuvent exister dans les élites. J'avais moi-même parlé, pour appuyer le terme, d'apartheid territorial, social ou ethnique. Mais je termine, et pour aussi provoquer le débat. La France est un pays formidable. D'abord parce que nous pouvons avoir ce débat. Ensuite, parce qu'elle permet à un fils de Catalan naturalisé français de devenir Premier ministre. Parce qu'il y a une ministre de la Justice d'origine marocaine. Parce qu'il y a une ministre de l'Éducation d'origine marocaine. Parce que Moreno qui peut s'exprimer il y a un instant. Donc le seul message que j'aimerais faire passer, c'est que nous, Français, et vous, Français, arrêtons de nous faire mal. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des élus, il y a des responsables publics qui ont chevillé au cœur la volonté de justice et de lutter contre les inégalités. Donc attention non plus à ne pas nous faire mal. Notre modèle républicain, avec ses imperfections, je le préfère à tout modèle qui cherche la promotion uniquement à travers les minorités, la couleur de peau, ou en supplantant la question sociale par la question raciale. Et ça, c'est un débat fondamental. Et moi, je suis convaincu que les chefs d'entreprise, des grandes entreprises comme des petites entreprises, ont un rôle à jouer pour nous aider à lutter contre ces discriminations, ces inégalités, mais avec des valeurs et en défendant un modèle, le modèle français. Et merci de le dire avec le cœur, Manuel Valls. Elles le font évidemment au quotidien et on va voir comment faire encore mieux, peut-être tous ensemble. Aziz Seni, quand Manuel Valls nous lance son cri du cœur avec son histoire, mais aussi avec les fonctions qu'il a eues, vous, en tant que chef d'entreprise, on vous connaît parce que vous avez porté ce sujet pendant longtemps. Vous êtes même une figure dans laquelle une nouvelle génération d'ailleurs s'est reconnue parce que vous avez été un porte-parole peut-être sur le sujet. Est-ce que finalement il vous semble que tout cela a été vain? Si on se pose la question, c'est que vous n'avez pas fait assez? Ou quand même vous avez vu des résultats, vous, dans votre combat et dans votre chemin parcouru? Non, dans ce que dit Manuel Valls, je me retrouve. Le Catalan, le Marocain, Premier ministre, l'entrepreneur parti des banlieues, bien évidemment qu'il y a une voie pour ceux qui ont envie, mais qui sont obligés de se battre énormément. Quand j'entends Céline dire qu'il y a le paramètre social, évidemment, j'en ai fait un livre, l'ascenseur social est en panne, j'ai pris l'escalier. 60% des enfants d'ouvriers deviennent ouvriers à leur tour. 50% des énarques deviennent énarques. La mobilité sociale en France, bien sûr qu'il y a un sujet est très important. D'ailleurs, Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MEDEF, a fait de cette question un point central de son mandat. Mais effectivement, la question raciale, l'origine ethnique est un facteur aggravant. Bien sûr que quand vous êtes un petit blanc originaire de Béthune ou du Grand Nord, que vous êtes originaire d'une famille de chômeurs, RSA, ouvriers, la vie elle est plus dure pour vous que si vous êtes un fils d'un grand avocat installé à Neuilly. Bien évidemment que la condition sociale est importante, mais il y a une réalité qui fait que ces dernières années, en matière de discrimination, ça ne s'est pas arrangé. Ça ne s'est pas arrangé, et là je ne vais pas jeter la pierre à mes collègues chefs d'entreprise. Il y a une peur. Il y a une peur qui est alimentée aussi. Alors je sais bien que la question de la discrimination liée à l'origine ethnique n'est pas la principale sur les 25 critères. Par contre, quand vous allumez les chaînes d'infos, vous voyez bien qu'il y a un débat qui aujourd'hui est majoritaire, qui domine en termes de communication. Donc forcément, en termes de perception, ça donne un sentiment particulier. Ça donne aussi un sentiment particulier, mettons le pied dans le plat. Avant cet été, il y a eu des événements. Black Lives Matter, cette scandaleuse, je l'appelle scandaleuse étude testing qui a été menée de manière totalement, manière un peu amatrice sur le sujet. Donc il y a un vrai sujet sur ceci. La discrimination liée à l'origine. Aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui se sont beaucoup battus en disant, mes collègues chefs d'entreprise, tu sais, tu devrais faire un effort sur le sujet avec cet argument un peu républicain, un peu du cœur. Je laisse tomber cet argument. Oui. L'argument aujourd'hui que je prends, c'est celui du Conseil d'analyse économique qui dit augmentez votre diversité de 3% dans vos équipes, vous augmentez votre performance de 7%. Je pense que dans un contexte économique où on cherche un petit peu d'argent et un peu de performance, ça peut être intéressant d'aller sur l'argument de la performance et de la rentabilité plutôt que celui de, s'il vous plaît, recruter, excusez-moi, je vais être cash, mais c'est recruter quelques Noirs, quelques Arabes, quelques Asiatiques, ça fait bien dans le tableau. Non, recrutez-les parce que vous allez gagner de l'argent et votre compte d'exploitation, il va s'y retrouver. Et des femmes, et des personnes en situation de handicap, et des gens ayant des adresses exotiques, des couleurs exotiques, des noms exotiques, mais finalement on parle de cette diversité. Alexandre Viros, c'est un sujet que vous allez prendre à bras-le-corps. Je peux me permettre de faire la confidence, mais on a l'honneur de vous recevoir aujourd'hui parce que c'est votre
voilà, vous prenez la tête d'Adecco France. Donc vous allez avoir un bizutage aujourd'hui sur cette scène. Je vous remercie d'ailleurs de venir. Alors c'est un super bizutage alors que hier encore vous étiez dans une autre entreprise ferroviaire et digitale. Alexandre, chez Adecco, il y a 9000 collaborateurs permanents, 130 000 intérimaires, délégués par semaine, 1200 bureaux et agences. Quand on vous parle de ces discriminations, vous allez prendre à bras le corps le sujet des entreprises qui ont peut-être du mal à recruter, qui se retrouvent confrontés à ces questions. Et on ne va pas parler que de sujets raciaux, mais on va parler d'égalité homme-femme, de handicap notamment et de plein d'autres choses. Ça vous fait peur non, d'attraper ce sujet ? Non, on est lucide, donc si on n'est pas inquiet, c'est qu'on n'est pas lucide, mais en réalité, ça force à être courageux. Juste en entendant ce qu'on dit, moi, il y a un point là d'inquiétude, c'est n'opposons pas les discriminations, parce que ça va être ridicule et on va passer plus de temps à savoir qui est vraiment discriminé. Il y a la discrimination. Il y a un deuxième phénomène, c'est que si on prend les chiffres du deuxième trimestre, il y a 800 000 chômeurs de plus, il y a des gens qui vont arriver sur l'emploi, il y a des jeunes qui vont arriver en demande d'emploi, il va falloir leur trouver. Donc je pense qu'il faut qu'on réfléchisse en termes d'action, de solutions pragmatiques pour aider les entreprises à trouver les gens qu'elles ont besoin de recruter et pour aider des gens à payer la facture à la fin du mois. Il y a un paradoxe en France, hein, c'est qu'il y a des offres d'emploi qui ne rencontrent pas, il y a des demandes d'emploi qui ne rencontrent pas leur offre. Et ça fait partie des paradoxes qu'on doit résoudre en créant, si vous voulez, une meilleure rencontre entre cette offre et cette demande. Et je pense que la discrimination ou les discriminations sont un facteur aggravant. Moi, je souscris tout à fait à ce que dit Aziz, c'est-à-dire que lutter contre les discriminations, c'est aussi aller créer du business. Les études le montrent, les entreprises qui ont plus de diversité sont des entreprises qui ont une meilleure pertinence commerciale parce qu'elles sont plus en phase, plus en appréhension de la société réelle. Ce sont aussi des sociétés qui vont ouvrir le vivier de recrutement. Et c'est pour ça que je pense que la lutte contre les discriminations, c'est un sujet de patron. C'est un sujet de patron, c'est pas le sujet du DRH, c'est pas le sujet du recruteur, c'est quelque chose que le patron doit pleinement incarner. Il doit l'incarner pour les raisons qu'on a dites, il doit aussi l'incarner, s'il le croit comme c'est mon cas, que le travail, je pense, avec l'école, finalement, c'est sans doute la meilleure façon de créer de la fierté, de créer de l'insertion, de faire se connaître ensemble des gens qui ont peut-être des convictions philosophiques, idéologiques, religieuses, qui sont tout à fait différentes. Le deuxième point, et ça c'est important de l'avoir en tête, c'est que c'est un travail permanent. C'est un travail permanent. C'est pas une fois qu'on a fait un testing, une fois qu'on a fait une campagne que c'est réglé. Malheureusement, la discrimination, c'est quelque chose qui revient toujours. Quand on va être dans une période de crispation économique, on va avoir des comportements rabougris. Il faut être vigilant en permanence. Et le troisième point, je pense, qui est aussi porté par le CEO, je pense, c'est d'oser les études, d'oser d'être audité, oser avoir la vérité sur ses propres comportements. Parce que parfois, on est discriminant sans le savoir. Un stéréotype, vous savez, ça vient de l'imprimerie. C'est la surface dure sur laquelle on imprimait. Donc c'est très, très, très difficile à changer. Hein. Donc ça, c'est un exercice de chaque instant. Donc oui, ce sera indéniablement, je pense, le sujet central de la rentrée qu'on est en train de vivre. Je vais vous demander dans quelques instants les uns et les autres ce que je peux faire moi concrètement en tant que chef d'entreprise en vous écoutant, mais je voudrais revenir juste sur une question philosophique. Attention, c'est un sujet du baccalauréat qui pourrait nous prendre 3 heures, mais on n'a que 14 secondes 22, mais c'est la ministre qui nous l'a lancé tout à l'heure en disant bien sûr le sujet n'est pas tant de séparer le bien du mal, mais surtout de distinguer le juste de l'injuste. Comment est-ce que je fais, moi, chef d'entreprise, dans un pays où on est capable, dans une cité marseillaise, de siffler une équipe juste parce qu'elle est parisienne et de la détester? Vous imaginez le chemin qu'il y a à faire après dans ma boîte si déjà on se fout sur la gueule parce que l'équipe qui va faire un championnat n'est pas de ma ville. Enfin, on part de loin. Ils sont, eux, discriminés. Ces Surtout les Marseillais. Hein. Surtout les Marseillais, c'est vrai. Non, mais ces chefs d'entreprise, ils sont discriminés. On va admirer en France le type qui gagne des millions au loto. On va admirer le joueur de foot qui gagne des millions par mois et tant mieux pour eux. Et on va siffler le chef d'entreprise qui lui gagne beaucoup moins, mais se crève tous les jours pour faire bosser des gens. Ils sont aussi victimes de ces discriminations. Le juste et l'injuste, comment est-ce que je fais la part des choses, Céline ? Faire la part des choses entre le juste et l'injuste, c'est toujours très compliqué parce qu'on ressent très facilement l'injustice. Savoir ce qui est juste, c'est toujours un peu plus complexe à poser. Non, moi, j'aurais voulu réagir sur quelque chose qu'on oublie trop souvent, qui est la part de pourquoi est-ce qu'un stéréotype et un cliché ont une telle force ? C'est parce qu'ils ont aussi une part de vérité. Oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on met l'accent énormément sur les discriminations raciales, parce que politiquement, c'est un sujet qui s'envole et qui enflamme, et que l'entreprise n'est pas hors sol.
Or, un des problèmes qui va se poser, c'est que pour les chefs d'entreprise, la question des discriminations peut être vue comme extrêmement culpabilisante. Peut-être faudrait-il mieux parler de marche vers l'égalité, ce qui serait plus positif. Quand on parle de lutte contre les discriminations, quand on en arrive à dire « vous vous rendez compte, vous êtes peut-être discriminant sans le savoir », on arrive quand même à un degré de pénétration et de supposition de ce que les gens ont dans la tête qui, moi, peut m'apparaître un peu dangereux. La vérité, c'est que, par exemple, en termes de discrimination raciale, on a d'énormes différences. Quand vous prenez l'embauche, vous avez une énorme différence, par exemple, entre la communauté turque et la communauté asiatique. Si vous prenez le cas des musulmans, les musulmans maghrébins sont très discriminés. C'est beaucoup moins le cas des musulmans asiatiques. Ce que ça dit aussi, ça parle d'une réalité. Qu'est-ce qui se passe quand les patrons ont en face d'eux un candidat ? Moi, je me souviens de patrons de petites boîtes, TPE, PME, à qui on posait la question et qui répondaient en off, parce que ça se dit jamais devant tout le monde. En off, ils disaient, écoutez, moi, mon problème, c'est que j'ai une petite équipe. Si je me trompe dans un recrutement, c'est toute mon équipe qui saute et ça peut être ma boîte qui faillit. Et ils vous disent, eh ben voilà, le problème, c'est que j'ai déjà essayé. Des gens des cités, par exemple, ils n'arrivent pas à l'heure, ils viennent un jour sur deux, ils peuvent avoir des comportements absolument ingérables. On a une image qui est très dure et qui pèse notamment sur les hommes maghrébins. La question, c'est est-ce que cette image est totalement fausse ? La vérité, c'est que non. Donc la vraie question, c'est quel outil on peut donner aussi aux recruteurs pour faire en sorte qu'ils prennent le risque de recruter, parce que du coup, vous avez des gens très bien qui sont impactés par ces réalités. Ce ne sont pas que des images détestables, ce sont aussi des réalités et des pratiques peu acceptables. Oui. Comment est-ce qu'on fait pour les aider à prendre le risque du recrutement et à ce que tout le monde ne paye pas l'image de quelques voyous qui mettent une pression extrêmement forte sur les habitants ? Comment est-ce qu'on fait ? Moi, un jour, je suis tombé sur un taxi con. Je pense que tous les taxis sont cons, ce qui est idiot. Et donc, les taxis sont devenus sympas. Vous inquiétez pas pour moi. Mais on est non, tous là, dans en fait, nos le petits problème de stéréotypes. l'employeur. Donc, comment je fais quand je suis employeur ? Ils sont employeurs. La question, je voudrais que Beaumard nous réponde. Comment je fais parce pour que m'en débarrasser il a fallu que dans un groupe comme Total, comme dans d'autres, on mette un type en charge de la diversité parce que ça se faisait pas naturellement. C'est ça ? Je sais pas. Qu'est-ce que je fais ? Bon, d'abord, je sais pas, il y a une dizaine d'années, BETC avait fait une étude et moi j'avais retenu une conclusion de cette étude. Il y avait sur une quinzaine de pays OCDE et quelques pays hors OCDE, il y avait plus de 60% des interviewés qui considéraient que l'entreprise était plus à même de changer la société que l'État. Cela pose le problème de notre responsabilité, la responsabilité des entreprises. La responsabilité, elle est aussi dans le service public, dans l'administration également. Très bien. Et le rôle de l'entreprise, c'est de dire, mais au fond, je dois être représentatif de ce qu'est la société française. Oui. La société française est une société dans laquelle mon fils a sa place. La société française est une société qui est diverse et l'entreprise doit être ce milieu-là divers. Un des biais qu'il y a une fois qu'on a regardé ces problèmes de recrutement... Moi, je veux un truc concret, Beaumard, là, maintenant. Donnez-moi une réponse concrète. Oui. Réponse concrète, c'est... moi, j'entre au comité exécutif de Total. J'ai fait une école de commerce. J'entre au COMEX de Total à 58 ans. Total fait plus d'un tiers de son résultat sur l'Afrique. Honnêtement, il y a eu plein de papiers dans les journaux. Mais en quoi est-ce que c'est extraordinaire que Total, au fond, mette quelqu'un qui avait passé plus de 35 ans de sa vie chez Total, qui avait fait les mêmes grandes écoles que ses collègues, Bien sûr. à son comité exécutif. Il n'empêche, ça avait été perçu à l'époque comme une révolution, un Africain dans un COMEX du CAC 40, etc. Et la vérité, c'est qu'un certain nombre d'entreprises ne veulent pas prendre ce risque. Pourquoi ? Parce que, comme pour les femmes, il y a tout un environnement qui fait qu'on s'est dit « je ne dois pas échouer ». Donc, on ne met une femme à un poste que lorsqu'on est sûr de réussir. On ne prend pas de risque sur une femme.
On ne prend pas de risque sur quelqu'un issu de la diversité. Alors, Momar, On ne nomme des gens que lorsqu'on est sûr qu'ils... Eh bien, regardez, moi ce que je voudrais, c'est que les gens aient le même droit à l'échec, bien sûr, et quelle à la que soit réussite. leur origine. Voilà. Aziz, je vous ai vu réagir. Je veux qu'on aille dans le concret. On n'est pas là pour stigmatiser, évidemment. Concrètement, je fais quoi? Je suis dirigeant d'entreprise, je vous écoute. Évidemment, je fais des choses au quotidien en boîte. Peut-être que je ne fais pas assez. Qu'est-ce que je dois faire mieux? Déjà, je vais rebondir sur ce qu'a dit Céline. Moi, mes oreilles ont un petit peu de mal quand j'entends qu'un stéréotype est toujours issu d'une réalité. On parle des minorités là. Imaginez si je reprends cette phrase en mettant, vous savez, sur les femmes, les stéréotypes, ça part forcément d'une réalité. Vous savez, cette dame qu'on recrute parce qu'elle va peut-être tomber enceinte, et ce stéréotype, vous savez, un peu l'emmerdeuse qui va venir vous emmerder sur le planning, effectivement, je trouve ça scandaleux. Je trouve que c'est déconnecté de la réalité. Et moi, ça fait 30 ans que je suis entrepreneur. Mes collègues me parlent beaucoup de choses, mais pas de ça. Et ils me parlent de manière très franche. Oui, il y a des peurs. Oui, parfois, je les comprends. Oui, c'est vrai que ce qu'on voit dans les médias, vous savez, je pense souvent à ce chef d'entreprise dans le sud de la France qui a été décapité par une bande de tarés, par une bande de sauvages. Effectivement, derrière, quand vous avez un jeune qui se présente avec une barbe et qui a envie de prendre un poste, vous réfléchissez à 3 fois parce que vous dites, est-ce que je ne vais pas me retrouver à sa place? Je ne suis pas en train de justifier. J'explique ce que ça peut être comme peur. La peur, elle est aujourd'hui un petit peu centrale dans notre société. La peur, c'est quelque chose qui sclérose. C'est quelque chose qui réduit un petit peu ce manque de confiance. Oui. Il faut aller au-delà. Moi, il y a des solutions aujourd'hui qui sont très pratiques et qui sont méconnues. Vous avez monté vous, une opération. Racontez-nous ce que vous montez comme solution pratique. Alors, très pratiquement, il y a 2 choses. Moi, je suis de ceux qui font la promotion d'une disposition qui est la mesure de la diversité. Alors, je vous arrête tout de suite, je ne suis pas pour les quotas, je ne parle pas de statistiques ethniques, je parle simplement de ce qui existe aujourd'hui. La CNIL, la loi, permet, dans un cadre très précis, très méconnu des recruteurs, des patrons, de pouvoir mesurer la diversité et donc de justifier d'une non-discrimination. Il faut généraliser, renforcer cela. Et puis moi, à titre personnel, avec Stéphane Roussel, qui est membre du directoire de Vivendi, et Lydia Mesiani, qui est directrice juridique et ancienne secrétaire générale du groupe Nestlé, nous avons créé une association qui s'appelle Onboard, qui a pour but de détecter, de former, parce qu'il faut de la formation, et de placer des profils atypiques, la diversité avec un grand D, dans les boards du SB 120, du CAC 40 et des entreprises pour essayer de pousser. Parce que souvent, quand on parle de diversité, ça a été le cas encore une fois, de cette étude, on parle la diversité sur les postes peu ou pas qualifiés, Oui. les hôtesses d'accueil, les ouvriers, les OS, comme si une certaine population était assignée à résidence sociale. Je pense aussi qu'il faut donner de l'espoir, montrer qu'il y a de la mobilité, le rêve américain à la française, et se dire que cette diversité peut être aussi présente au poste technicien, cadre de direction et jusqu'au bord. Jusqu'au bout, Voilà. évidemment. Le rêve à la française, quoi. Merci, Juste 30 Aziz. secondes, Non, ouais. comme Aziz m'a interpellé, Une juste seconde, quand même, parce ouais. qu'il y a quelque chose de précis. Dire qu'un cliché a une part de vérité, ça ne veut pas dire que c'est une vérité totale. Ça veut dire qu'il vaut mieux partir des peurs des gens, de leur représentation, discuter avec eux pour leur donner des outils pour qu'ils puissent prendre le risque. Ce n'est pas une façon de nier le fait qu'il y a des tensions raciales et que ça peut exister. Alexandre Viroche chez Adecco, qu'est-ce que l'on fait concrètement quand on place par exemple des intérimaires pour répondre aux demandes des entreprises, tout en essayant aussi finalement d'éduquer à cette non-discrimination? Je voudrais juste aussi répondre, parce que j'avais été interpellé Oui. sur la question de mesurer sa propension à discriminer ou pas. Moi, vous le soulignez, donc dans mes fonctions précédentes, moi je dirigeais tout le digital de la SNCF, c'était la plus grande usine digitale en France. Et on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une très faible part de femmes dans l'informatique, et ça c'est parfois au recrutement. Ça s'appelle recruter autrement. C'est une super idée. Parce que là, il y a un petit paradoxe, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de dire que le recrutement, c'est la chose la plus importante, et je ne crois pas qu'on soit réellement formé au recrutement. Oui. D'accord ? Donc ce CFA, il apprend à recruter différemment et en poussant à l'extrême
sans CV. Sans CV, en testant finalement ce qui est le plus important, c'est-à-dire les valeurs des personnes, leur comportement, leur niveau d'ambition. Et ça, c'est un des éléments les plus importants. Moi, 10 ans dans la technologie m'ont convaincu d'une chose, c'est que c'est moins la technologie qui change les entreprises que les personnes et la qualité des personnes que nous recrutons. Donc ça, je pense que ça fait partie des éléments très concrets avec ces promos qui permettent de changer l'entreprise et qui permettent à l'entreprise de pleinement jouer son rôle de grand intégrateur de la société française. Manuel Valls, comment on fait quand on est dans l'entreprise, dans le public aussi, dans l'administration, et tout simplement nous, citoyens, comment faire mieux, puisque c'est la question du jour? Mais bon, je vois que les termes du débat n'ont pas beaucoup changé. Moi, je pense qu'il y a évidemment une première phase ou un premier niveau, parce que nous sommes la France aussi, et que l'État, la loi, les normes sont importantes. C'est tout ce qui est lié à la loi. Et il y a un travail considérable qui a été fait, évidemment, sous la pression de la société, oui, en termes de loi, contre les discriminations, de critères, d'égalité. Et il faut continuer. Et tous les débats, même s'ils peuvent nous opposer, y participent. Et c'est pour ça que j'ai rappelé aussi la fierté d'être français et l'idée du modèle. Mais défendre un modèle, c'est aussi être lucide sur ces discriminations. Et ensuite, il y a la pratique. Moi, je crois évidemment profondément au rôle de l'école, de l'apprentissage, le rôle des CFA ou des lycées professionnels. Et le souvenir que j'ai, il n'y a pas tellement d'années, au fond, on l'avait fait d'ailleurs avec Claude Bébéard en faisant en sorte que les entreprises, grandes ou petites, viennent au plus près des campus. Je me rappelle d'une réunion qui avait été organisée par Borloo et Hydrac pour que la SNCF ou la RATP soient aussi très proches du terrain, pour pouvoir recruter sur les bases qui étaient rappelées, à la fois sur le diplôme ou la qualification, mais aussi sur ce que chaque individu, chaque jeune homme, chaque jeune femme pouvait apporter. Et ça avait été du succès. Et je pense tout simplement, le seul conseil qu'on peut donner, c'est qu'il faut redoubler d'efforts, parce qu'avec la crise économique issue de la Covid que nous allons connaître, la question des inégalités et des pauvretés va s'accroître. Et c'est sur ces bases-là qu'il faut le faire. Là où je veux insister peut-être avec le recul, c'est qu'évidemment, vous connaissez mes positions sur ce débat, question sociale ou question raciale, mais attention, c'est un débat important, mais si on regarde ce qui s'est passé il y a 2 ans avec les Gilets jaunes, n'oublions pas qu'il y a d'autres territoires en France où ces questions-là ne sont pas vues de la même manière, et que le sentiment d'inégalité, là, en l'occurrence, territoriale, parce que les jeunes des quartiers ou des villes ou des villages ruraux ou semi-urbains, qui ont encore moins les codes de ceux de la banlieue, ont l'impression d'être les laissés pour compte de ce qui se passe en France. Donc c'est un énorme travail. Moi, j'insiste sur le fait que la passion de l'égalité et l'attente en matière de justice sociale devrait être au cœur de tous les politiques publiques. Mais la grande leçon, et j'en termine, c'est que la grande leçon de ces dernières années, c'est que ceux qui sont plébiscités par nos compatriotes, c'est bien sûr les policiers, les gendarmes, nos soldats, nos hospitaliers et nos professeurs, mais ce sont les chefs d'entreprise, et notamment des petites et moyennes. Et ce qui a changé, c'est de se rendre compte que le privé, l'entreprise privée, l'entreprise tout simplement, avait un rôle fondamental, pas uniquement dans l'économie, mais dans le social et dans la société. Donc c'est à vous aussi, avec les instruments du public, avec la loi, d'agir. Et je pense que la ministre l'a rappelé il y a quelques instants, c'est la responsabilité d'inspirer, de donner du sens, et les entrepreneurs le font évidemment au quotidien. Je voudrais vous demander à chacun un mot de conclusion sur le mot qui doit emporter tout le monde et emmener tout le monde vers un meilleur objectif. Juste partager une chose pendant que vous réfléchissez à ce mot, c'est que mon métier de journaliste fait que j'anime des débats tous les jours sur plein de sujets, et notamment l'égalité, le handicap, et toutes ces questions-là. Et il y a quelque chose qui revient très souvent, et je ne voudrais pas qu'on l'oublie, c'est aussi l'autocensure des gens qui se sentent discriminés et qui, finalement, pensant que la société, de toute façon, ne leur laissera pas de place, ne vont même pas vouloir se battre pour obtenir un poste ou aller plus loin dans leur carrière, parce que, en disant, mais moi, en tant que femme, je n'aurai pas ma place, mais en tant que personne en situation de handicap, je n'aurai pas ma place. Et c'est important aussi de redonner confiance et ne pas oublier aussi ces gens-là. Quel est le mot de la fin que vous aimeriez partager? Parce que je sais que je vous ai frustrés les uns et les autres avec le peu de temps que nous avons eu. Momar. Juste une chose, la diversité, ce n'est pas un sujet RH. C'est une manière d'enrichir l'entreprise. C'est donc une manière d'enrichir la France. Donc c'est notre sujet à nous tous. Alexandre, votre mot de la fin. Je pense que on va avoir une rentrée où les entrepreneurs auront un rôle clé, encore plus clé que d'habitude, pour justement que la France fasse société. Donc ce sera mon mot de la fin. Céline.
Qu'on ne peut pas tout demander à l'entreprise, que l'école a énormément à faire et que notamment dans l'acquisition des codes, il y a de grosses défaillances parce que certains enfants issus de milieux culturels pauvres ou arrivant de l'étranger peuvent pas acquérir ces codes si l'école ne les leur donne pas. Donc que l'école se reprenne et assume sa mission complète qui est avant tout d'apporter un capital culturel à ceux qui n'en ont pas et elle le fait pas. Manuel Valls, votre mot de la fin. Je l'ai dit tout à l'heure, fierté d'être français. Et donc confiance dans ce pays, dans sa capacité, dans ses services publics, dans ses chefs d'entreprise, dans ses élus. Les maires vont en parler dans un instant. Confiance d'être français. Bon sang, nous sommes un grand pays et quand on le regarde de l'extérieur, vous avez de la chance d'y habiter, d'avoir des chefs d'entreprise, d'avoir des grands services publics, d'avoir encore un État puissant. Ayons confiance dans ce pays parce que c'est lui qui peut promettre cette confiance dans le talent, dans le mérite et donc tout simplement dans les valeurs de la République. Merci Manuel Valls. Aziz Seni. Sur le thème de la table ronde, j'ai envie de dire à mes collègues chefs d'entreprise, ne recrutez plus, on oublie l'argument du cœur, recrutez dans la diversité parce que c'est bon pour le business, c'est bon pour votre compte d'exploitation. Et j'aimerais vraiment qu'on construise ensemble le rêve à la française parce qu'on a soulevé la peur, on a soulevé l'autocensure et c'est en faisant rêver, en créant des perspectives qu'on peut y arriver tous ensemble. Et les entreprises et les entrepreneurs ont leur rôle à jouer. Et ils savent nous faire rêver. Merci beaucoup, madame, merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté notre invitation dans un exercice, on le sait, frustrant, mais passionnant. Merci à vous. L'occasion de saluer d'ailleurs une initiative du MEDEF il y a quelques années.